Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Dans le premier épisode, nous avons vu comment les États-Unis sont nés d'un rêve européen. Un rêve d'indépendance, de liberté et de souveraineté. Nous avons quitté l'Amérique en 1789, au moment où le héros de la guerre d'indépendance, George Washington, s'apprête à devenir le tout premier président des États-Unis. Une république encore fragile, sans armée permanente, sans capitale définitive, avec une diplomatie balbutiante. Mais déjà, un pays qui attire tous les regards et toutes les craintes de l'Europe monarchique. À New York, en avril 1789, la ville retient son souffle. La foule se presse pour apercevoir un homme à cheval, drapé d'une cape sombre. George Washington. À 57 ans, il porte sur ses épaules les espoirs d'une nation encore en construction. Il n'a pas voulu de ce rôle. Il aurait préféré rester à Mount Vernon sur sa plantation, loin du tumulte politique. Mais le peuple le réclame. Le Congrès aussi d'ailleurs. Parce qu'il est l'unique figure capable de rallier les 13 États autour d'un projet commun. Le 30 avril 1789 donc, au Federal Hall, Washington prête serment. La voix est grave, le geste mesuré. À ses côtés, John Adams, son vice-président, ancien diplomate à Londres, l'observe en silence. Ce jour-là, les États-Unis entrent officiellement dans l'histoire. Et l'Europe, curieuse et méfiante, regarde ce nouveau monde inventer la démocratie moderne. Les chancelleries de Londres, Paris ou Vienne s'interrogent. Ce modèle républicain sans roi, né de la rébellion, peut-il durer ? Dès les premiers jours, le président Washington comprend qu'il marche sur un fil. Tout est à faire. Les institutions, la monnaie, la diplomatie, l'armée, les alliances. Il n'y a pas encore de capitale officielle. Le gouvernement s'installe provisoirement à New York. Autour de lui, un cercle d'hommes d'exception. Alexander Hamilton au Trésor, Henry Knox à la guerre, Edmund Randolph à la justice et Thomas Jefferson aux affaires étrangères. Mais avant d'aller plus loin, un événement vient marquer la jeune République. La mort de Benjamin Franklin le 17 avril 1790 à Philadelphie. Le vieux savant, âgé de 84 ans, s'éteint paisiblement dans sa maison. Inventeur du paratonnerre, philosophe, diplomate, Franklin fut bien plus qu'un père fondateur. Il fut la conscience éclairée de l'Amérique. Pendant la guerre d'indépendance, il avait conquis Paris, séduit les salons de Versailles et surtout convaincu Louis XVI d'appuyer la cause américaine. C'est à lui que l'Amérique doit son alliance décisive avec la France, une alliance sans laquelle la victoire n'aurait peut-être jamais eu lieu. En France, sa mort est pleurée, comme celle d'un héros universel. L'Assemblée nationale se lève pour lui rendre hommage. Mirabeau salue la mémoire du génie qui affranchit l'Amérique et versa sur l'Europe des torrents de lumière. Dans toute l'Europe, on loue sa sagesse, son esprit, sa tolérance. Et à Philadelphie, des milliers d'Américains accompagnent son cercueil dans un silence recueilli. Pour Washington, Franklin représentait le lien vivant entre l'ancien monde et le nouveau. Avec sa disparition, la jeune République perd son plus grand diplomate et son plus fin ambassadeur auprès de l'Europe des Lumières. Un monde s'éteint, celui de la philosophie et des idéaux, tandis qu'un autre s'installe, celui de la politique, des institutions et de la puissance. Dans ce monde nouveau, deux hommes incarnent deux visions opposées de l'Amérique. Hamilton, secrétaire du Trésor, veut bâtir un État fort, structuré, capable d'imposer le respect des puissances européennes. En 1791, il crée la Banque centrale des États-Unis, destinée à centraliser les finances publiques et asseoir le crédit du pays. Face à lui, Thomas Jefferson, secrétaire d'État, défend une toute autre conception. Revenu de France, où il a vécu la Révolution à ses débuts, il croit à la vertu du peuple et à la liberté des États. L'Amérique, dit-il, doit rester fidèle à l'esprit de 1776. Une nation d'agriculteurs, indépendants, ennemis de la spéculation et des dettes. Lui admire Paris, Hamilton préfère Londres. Et vous, de quel côté pencheriez-vous ? L'État fort d'Hamilton ou la République rurale de Jefferson ? Dès les débuts, deux âmes s'affrontent au sein du même gouvernement. Et sans le savoir, Washington assiste à la naissance du bipartisme américain. Les fédéralistes d'un côté, autour d'Hamilton, les républicains démocrates de l'autre, menés par Jefferson et Madison. Pendant que les États-Unis cherchent leur voie, l'Europe, elle, s'embrase. À Paris, le peuple renverse la Bastille. À Philadelphie, des journaux américains célèbrent leurs frères d'armes français. Nos idéaux traversent l'Atlantique,
se dit sûrement Jefferson avec exaltation. Mais très vite, la ferveur se transforme en inquiétude. La terreur commence en France. Les têtes tombent. Louis XVI est exécuté et les monarchies européennes se coalisent contre la France. Londres, Madrid, Vienne, Berlin, toutes les cours d'Europe regardent vers l'Amérique. Elles craignent la contagion des idées révolutionnaires. Elles surveillent de près cette république d'outre-Atlantique qui ose exister sans roi. Même la Russie et la Suède, pourtant neutres, suivent de loin cette expérience politique qu'elles jugent à la fois fascinante et dangereuse. L'un des liens les plus forts avec l'Europe s'appelle Lafayette. Le marquis, héros de l'indépendance américaine et ami intime de Washington, incarne l'alliance des idéaux entre les deux rives de l'Atlantique. Mais en France, la Révolution le dévore. Commandant de la garde nationale, il tente de modérer les excès avant d'être arrêté par les Autrichiens en 1792. À des milliers de kilomètres, Washington suit son sort. Lafayette devient le symbole d'une amitié mise à l'épreuve par l'histoire. Et c'est dans ce contexte qu'arrive à Charleston au printemps 1793 un diplomate flamboyant envoyé par la France. Il est surnommé par les Américains « citoyen Genet ». Son arrivée provoque un véritable enthousiasme populaire. Partout, les foules l'acclament, des banquets s'organisent, des toasts sont portés à la liberté et à la fraternité franco-américaine. Beaucoup d'Américains voient en lui le symbole vivant de l'alliance conclue avec la France en 1778 au nom de la liberté contre la tyrannie. Mais très vite, le rêve vire au cauchemar diplomatique. Rappelons-nous que la France et l'Angleterre sont toujours en froid. Les États-Unis ont prononcé leur neutralité face au conflit entre la Grande-Bretagne et la France révolutionnaire. Or, Genet, sûr du soutien américain, outrepasse son mandat. Sans consulter le gouvernement, il arme des corsaires français dans les ports américains, c'est-à-dire des navires privés autorisés à attaquer les bâtiments britanniques. Il recrute des marins américains, fait armer des frégates sous pavillon français et lance des expéditions contre les colonies britanniques des Antilles. Et tout cela depuis le territoire des États-Unis. Thomas Jefferson, encore secrétaire d'État, tente d'apaiser la situation. Il reçoit Genet à plusieurs reprises et lui rappelle que la neutralité américaine s'impose à tous. Si Jefferson a une sympathie connue pour la France et qu'il a sympathisé avec les révolutionnaires, le secrétaire au Trésor, Hamilton, pense que les liens avec la Grande-Bretagne sont plus importants. On retrouve ici à nouveau la division politique entre les fédéralistes d'Hamilton et les républicains démocrates de Jefferson. Genet n'est pas impressionné par les rappels à l'ordre américain et continue d'armer des corsaires. Selon vous, qui a raison ici ? La loyauté envers l'allié d'hier ou la neutralité qui protège l'intérêt national ? C'en est trop. Washington convoque son cabinet et décide de demander officiellement le rappel de Genet à Paris. Même Jefferson, pourtant proche de la France, soutient la décision. L'autorité du gouvernement est en jeu. Quelques mois plus tard, la France révolutionnaire, embarrassée par son représentant devenu incontrôlable, rappelle Genet, qui, ironie du sort, restera finalement vivre aux États-Unis, craignant la guillotine à son retour. La Genet Affair illustre à merveille la première grande crise diplomatique de l'histoire américaine. Un moment où la jeune République affirme pour la première fois sa souveraineté face à un allié envahissant. Le scandale, la terreur en France et les divisions internes poussent Jefferson à démissionner à la fin de l'année 1793. Son successeur, Edmund Randolph, premier procureur général, incarne un ton plus pragmatique. Juriste mesuré, il tente de maintenir la neutralité tout en préservant le dialogue avec Paris. C'est lui qui doit gérer les conséquences de la politique européenne de Washington. Les conséquences de la politique européenne de Washington ? Oui. Car Washington a tranché. Le 22 avril 1793, il proclame la neutralité des États-Unis. Les États-Unis devraient adopter et suivre avec sincérité et bonne foi une conduite amicale et impartiale envers les puissances belligérantes, déclare-t-il. Un texte fondateur. La jeune République ne s'engagera dans aucune guerre européenne. Une décision guidée par la raison d'État, mais aussi par la prudence économique. Le pays n'a pas les moyens de se battre. Jefferson s'y oppose, au nom de la fraternité révolutionnaire. Hamilton, lui, soutient cette neutralité. Elle garantit la paix et la prospérité. Soucieux de préserver les finances et la croissance, Washington impose sa ligne, inaugurant ce que l'histoire appellera plus tard la tradition isolationniste. Mais rester neutre ne suffit pas. Après l'indépendance, les tensions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne demeurent vives. Londres limite les exportations américaines, occupe plusieurs forts dans le nord et saisit des navires marchands sous prétexte de guerre avec la France.
Face à ce risque d'un nouveau conflit, George Washington envoie à Londres un émissaire de confiance, John Jay, président de la Cour suprême. Soutenu par Hamilton, partisan d'un rapprochement avec Londres, Jay obtient peu de concessions. La Grande-Bretagne promet d'évacuer ses forts et d'accorder aux États-Unis le statut de nation la plus favorisée, mais maintient ses restrictions commerciales et le droit de saisir des cargaisons à destination de la France. Très impopulaire, le traité de Jay est néanmoins ratifié en 1795. Malgré la colère publique, Washington choisit de l'appliquer, convaincu qu'il assure la paix avec l'Angleterre et donne au jeune pays le temps de se renforcer. Pour la France, c'est une trahison. L'ambassadeur français aux États-Unis, Joseph Fauchet, envoie à Paris une dépêche diplomatique évoquant ses échanges avec Randolph, qu'il décrit comme hésitant et influençable. Cette lettre, interceptée par la marine britannique puis transmise à Washington, laisse entendre que Randolph, successeur de Jefferson aux affaires étrangères, aurait peut-être informé ou favorisé la France dans les négociations menées par les États-Unis avec la Grande-Bretagne dans le traité de Jay. En réalité, il ne s'agissait pas d'une trahison, mais d'un malentendu diplomatique. Néanmoins, Washington, soucieux de préserver la crédibilité du gouvernement, considère l'affaire comme une atteinte à la loyauté du secrétaire d'État. Randolph, humilié, est contraint à la démission. Washington confie alors le département d'État à Timothy Pickering, ancien officier de la guerre d'indépendance, homme rigide et méthodique. Sous son autorité, la diplomatie américaine devient plus structurée. Fermeté vis-à-vis de la France, vigilance vis-à-vis de l'Angleterre, prudence envers l'Espagne. Car au même moment, une autre négociation se joue au sud. L'Espagne de Charles IV redoute l'expansion américaine vers la Louisiane. Mais plutôt que la confrontation, elle choisit le dialogue. Le traité de Pinckney, signé en 1795, fixe la frontière sud des États-Unis et ouvre la navigation sur le Mississippi. Pour Washington et Pickering, c'est une victoire diplomatique majeure. Le commerce s'ouvre, l'Ouest s'étend et la jeune nation gagne en crédibilité. Pourtant, à l'intérieur, les divisions s'aggravent. Les querelles entre Jefferson et Hamilton ont laissé des traces profondes. La presse s'enflamme, les pamphlets fusent, les partis s'organisent. Washington, fatigué, déplore cette montée du factionnalisme. Ses adversaires l'accusent d'ambition, de cupidité, voire même de monarchisme déguisé. Mais il garde le cap. Avant de quitter le pouvoir, il laisse à son pays un message, un testament politique, le Farewell Address, texte d'adieu communiqué dans les journaux du pays en 1796. La pérennité de l'Union reste l'objectif premier du désir patriotique. L'Europe a un ensemble d'intérêts primordiaux qui pour nous n'ont aucun rapport, ou très peu, avec les nôtres. C'est la première grande doctrine diplomatique américaine. Indépendance, prudence, neutralité, les trois piliers de la politique étrangère des États-Unis pendant un siècle. En mars 1797, à Philadelphie, qui est la capitale temporaire en attendant la construction de Washington DC, George Washington quitte le pouvoir. Il rentre à Mount Vernon, fidèle à sa promesse de ne pas briguer un troisième mandat. Son départ marque un précédent, le transfert pacifique du pouvoir, la naissance d'une tradition républicaine. Dans les capitales européennes, les chancelleries observent cette scène avec étonnement. Un chef d'État qui renonce volontairement au pouvoir, un peuple qui applaudit son départ. L'Europe monarchique n'a jamais vu cela. La jeune République américaine vient de donner une leçon au vieux monde. George Washington meurt en décembre 1799 à 67 ans. La France, dirigée par le Directoire, décrète 3 jours de deuil national. La Grande-Bretagne, pourtant son ancien ennemi, salue un grand homme. En 2 mandats, Washington a bâti un État, forgé une diplomatie et défini une ligne claire face à l'Europe. Respect, prudence, indépendance. Il a résisté à la tentation des alliances, au chaos révolutionnaire, à la vengeance et à l'orgueil. Il a préféré la paix à la gloire. Dans le prochain épisode, nous parlerons du successeur de Washington, John Adams. Gouvernant un pays déjà divisé, héritier d'un équilibre fragile entre l'Angleterre et la France, un homme tiraillé entre la fidélité à Washington et les passions d'un monde en ébullition. C'était la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast. Vous pourrez retrouver Atlantic Perspective sur les réseaux sociaux et tout son contenu sur www.atlanticperspective.org. Music licensed via Epidemic Sound.